déjà assez dense. Et donc c'était pour moi la première fois que j'avais des récits directs de ce pays, duquel j'avais beaucoup évidemment entendu parler, duquel j'avais une image qui était une image plutôt cauchemardesque, qui était beaucoup liée au récit de la guerre de 2014. Je savais que c'était une prison, je connaissais voilà, pas mal de choses par rapport à toute l'horreur qui était déjà ce qui avait été construit autour de Gaza. Mais je connaissais peu de récits directs qui me parlaient aussi de la vie à l'intérieur de Gaza. Et donc c'était un peu comme une première porte qui s'ouvrait dans mon imaginaire sur cette terre, et derrière laquelle je voyais une lumière que je n'avais pas soupçonnée. Et donc c'est vraiment cette lumière-là qui m'a donné l'envie de partir faire un film. Je crois que tu disais aussi qu'il y avait une rencontre avec un étudiant qui t'avait parlé, par exemple, oui. du vent, de la lumière. Enfin, c'est aussi effectivement de sensations, de choses de l'ordre de la beauté, Oui. dont on parle peu effectivement quand on parlait de Gaza. Oui, c'était et à la fois les récits du coup de mon père, et qui du coup, oui justement m'avait parlé des drones, m'avait parlé de beaucoup des choses qui sont dures dans Gaza, mais il m'avait aussi parlé justement de certains endroits, de certaines émotions comme ça, esthétiques, justement, de la lumière. Et ensuite, il y a eu un premier étudiant de Gaza qui est arrivé à Sienne, qui s'appelle Sharif, et avec qui, du coup, j'ai pu beaucoup échanger, on est devenus amis, et lui m'a beaucoup aussi poussé à, en effet, entreprendre ce projet. Et l'idée d'aller à Gaza avec un projet de film qui cherchait la vie plutôt que la destruction, c'était quelque chose qui lui aussi lui parlait, et du coup, voilà, il m'a beaucoup incité à le faire. Tu es parti tout seul, c'est-à-dire que le film, tu es à l'image, au son, enfin et quand tu pars, dès que tu arrives, tu te mets à filmer presque tout de suite. Enfin, très souvent, dans le cinéma documentaire, il y a un temps de repérage, où avant on va rencontrer les gens, les espaces où on va filmer, sans forcément filmer. Mais toi, c'est presque immédiatement, tu arrives et tu filmes tout de suite. Oui, je suis parti avec une caméra, donc tout seul, une caméra, des micros. Et initialement, je pensais que que ce premier voyage au printemps 2018, ça allait être un repérage justement, pour ensuite réfléchir, etc. Mais en fait, c'était tellement riche et dense, tout ce que je rencontrais, vraiment au jour le jour, il y avait tellement de choses qui se passaient que, notamment les rencontres avec Sarah, qui s'est faite le premier soir, et les autres, ainsi de suite, que du coup, c'était vite, j'ai compris que ça allait être aussi une matière du film. Et après, j'ai fait un deuxième voyage à l'été 2018. Donc le tournage, s'est étendu entre le printemps et l'été 2018 sur 3 mois. Il faut pas qu'on se rapproche un petit peu comme ça, on peut, à mon âge, comme ça je peux poser ma jambe et tout. Venez un peu par là. Je peux poser mes notes. Richard et Saïd, vous découvrez le film ce soir. Alors, c'est pas évident de prendre la parole immédiatement après avoir vu le film, mais est-ce que vous pourriez partager vos sentiments, enfin, vos premières sensations, sentiments après avoir vu le film? Je suis membre et porte-parole de l'Union juive française pour la paix. J'ai déjà été en Palestine, mais j'ai jamais mis les pieds à Gaza. Comme beaucoup de Français qui sont allés là-bas, on peut visiter les territoires occupés en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, par exemple. Ceci dit, il y a deux membres de notre association qui ont pu aller à Gaza, une qui est restée pendant un certain nombre d'années, et on a noué des liens avec des associations gazouis, les associations de la société civile, et compte tenu du blocus imposé contre ce territoire par Israël, on a commencé un projet qu'on a aidé à financer. La raison pour laquelle je vous raconte ça, parce que si vous vous souvenez, il y avait une petite séquence dans le film qui parlait de la pollution de l'eau faite par les Israéliens. Nous, on a pu financer la construction d'un château d'eau dans un village au centre-sud de la bande de Gaza qui servait à irriguer les terres des agriculteurs palestiniens parce que l'autosuffisance alimentaire est un enjeu dans cette enclave où rien ne rentre et rien ne sort
sans le bon vouloir des autorités israéliennes. Cet château d'eau, comme une pépinière pour les paysans et des installations d'irrigation, ont été réduits en cendres au mois de février cette année par l'aviation israélienne pendant l'actuelle guerre génocidaire là-bas. Alors, ça nous a beaucoup émus. On a toujours les contacts avec les paysans qui ont établi une association en rapport avec le financement qu'on a pu leur fournir pour ces projets de développement agricole. La souscription qu'on a faite continue de rentrer, les gens continuent à faire des dons. Alors cet argent maintenant est géré par l'équipe à Gaza qui, au nom de l'UGFP, a eu cette aide, surtout à l'aide humanitaire, notamment pour l'achat des tentes et des repas dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le sud de la bande de Gaza. Voilà, c'est juste une idée qui m'est venue en tête quand j'ai vu l'eau qui n'était pas potable à Gaza à cause de l'intervention des Israéliens. Voilà, fournir l'eau, se fournir la vie, ça permet aux agriculteurs de cultiver la terre. Et voilà, en Palestine, comme un peu partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de l'eau, c'est une denrée rare. Il faut le gérer au mieux pour l'agriculture et les besoins de la vie quotidienne. Et à Gaza en particulier, dans cette zone surpeuplée, c'est un véritable enjeu. Israël a une ville proche, il y a Ashkelon, dont on a parlé dans le film, qui est une assez grande ville. Il y a la ville de Sderot, qui est un peu plus petite, mais c'est plus proche de la frontière avec Gaza. Dans ces villes, vous trouverez des fontaines, des piscines, autrement dit, une utilisation démesurée de l'eau dans une région qui n'en a pas assez. Et le fait de pomper l'eau dans les nappes phréatiques autour de la bande de Gaza, à Ashkelon, à Sderot, dans les kibbutz tout autour, ça fait en sorte que l'eau de mer, qui elle est salée, rentre dans le sous-sol et pollue les puits des Palestiniens de Gaza. Donc, au final, les Gazouis sont obligés d'acheter l'eau embouteillée fournie par les sociétés israéliennes. Donc, c'est une population captive dans tous les sens du terme, pas seulement de cette prison dont on parle, mais du fait qu'ils sont dépendants, par la force des choses, aux Israéliens pour la fourniture de certains besoins essentiels comme de l'eau. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Daniel, Dominique pour cette invitation. Je suis très très content et ravi d'être parmi vous dans cette belle ville. Et merci pour ce film qui vraiment présente vraiment la vie en Palestine. C'est vrai, on a vu Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie. La vie, elle ressemble peut-être beaucoup à Gaza. C'est beaucoup, peut-être à Gaza c'est plus compliqué, mais bon, c'est pareil. C'est que je voulais par rapport avec ce film, que moi j'ai capté les 3 mots. Un, c'est la justice. La deuxième, c'est bien sûr, tout le monde parle de la justice. Et la deuxième, c'est ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin, c'est juste d'oxygène, respirer, les gens à Gaza. Donc, on n'a jamais vu une personne qui parle de la paix à Gaza. Parce que pour eux, le mot de la paix, il n'existe pas dans leur dictionnaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu à Gaza, il y a une situation de déception totale chez la jeunesse. C'est-à-dire, la communauté internationale a tourné les dos au peuple palestinien. Il nous laisse seuls avec les Israéliens, gérer nos affaires, demander la liberté, etc., etc. Et pourquoi on ne parle pas de la paix? Parce que ça fait 30 ans, plus que 30 ans, que les peuples palestiniens attendent que les projets de Oslo ou des projets de la communauté internationale, le processus de paix, aboutissent à quelque chose, mais non, zéro. C'est-à-dire, les Palestiniens, ils sont comme une personne qui est en train d'attendre un œuf d'un coq depuis 30 ans.
On ne parle pas de la paix. Tous les Palestiniens à Gaza, c'est ce que j'ai vu dans ce film, on a besoin de justice et liberté. Justice et liberté. Voilà, j'arrête jusqu'à... Dans ton film, Pierrot, et je me demandais si c'était dans ton projet dès le début ou si c'est quelque chose qui s'est construit pendant que tu tournais, c'est aussi un portrait de la jeunesse ou des jeunesses. C'est effectivement, Saïd, vous venez de prononcer le mot jeunesse. Est-ce que c'était effectivement dans ton envie de se dire j'ai envie de rencontrer des gens de ma génération et de voir ce que cette génération vit, comment elle le vit, ce qu'elle en dit, ou est-ce que c'est les gens que tu as rencontrés et que ça crée comme ça cette mosaïque de jeunesse? Ah oui, dès le début, je voulais rencontrer des jeunes, plus ou moins de mon âge, ce qui n'était pas difficile en plus à Gaza, parce que la majorité de la population est jeune. Mais en tout cas, oui, moi, comme une personne venant d'Italie qui avait 25 ans à l'époque, mon désir c'était de trouver vraiment la génération avec laquelle je pouvais bâtir le plus de liens et de ponts, tout simplement de par notre âge commun. Et ce qui en effet était le cas, comme on voit dans le film. On parle de choses similaires. J'en parle dans le film parce que vraiment je me suis beaucoup retrouvé devant cette chose. C'est que moi, j'étais allé à Gaza, je savais plus ou moins pourquoi. Oui, c'était pour faire un film. Des fois, je me posais la question pourquoi je suis là. Et clairement, il y avait aussi cette envie de voyage, de découvrir vraiment un pays qui était un pays quasiment interdit, parce que c'est très difficile d'y accéder, et de découvrir du coup les gens qui habitaient dans ce pays. Et j'ai retrouvé la même envie de l'autre côté. Eux pour qui sortir de Gaza est un calvaire et dans la plupart des cas quasiment impossible. Donc je me retrouvais devant ce même désir qui lui-même du coup montrait l'injustice dont on parlait, le fait que moi j'ai pu satisfaire ce désir. C'était pas si facile que ça, mais c'était quand même faisable. Alors que de l'autre côté, oui, nombreux de mes amis qui sont dans le film sont ensuite sortis, mais c'était vraiment un calvaire de sortir. Et après, avec toujours l'angoisse de peut-être jamais pouvoir y retourner. Mais il y a aussi d'autres personnes qu'on voit dans le film, comme les deux frères à la fin. Eux, ils sont pas sortis. J'ai pas gardé de contact avec eux, mais je suis sûr qu'ils sont pas sortis. De par leurs conditions économiques, c'était impossible de payer de passer par Rafah et du coup payer l'armée égyptienne, par exemple, et ils avaient clairement pas ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas de projet de sortir lié à des universités ou des choses qui pouvaient rendre un peu plus facile ce processus. Du coup, voilà. Et pourtant, c'était leur rêve. Monsieur. Oui, c'est plus une question pour le réalisateur du film. En tout cas, merci pour ce film qui apporte un témoignage et un éclairage très important par rapport à ce que vivent les Palestiniens de Gaza. Quel est le projet? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a une perspective de diffusion de ce film, aussi bien en France et surtout dans les pays arabes? Moi, je suis d'origine marocaine et donc je me dis que ce film-là, ça apportera un grand témoignage pour des pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et le film le relate. Les Palestiniens se sont étouffés, même par les pays arabes. Pas les peuples, mais par les États. Voilà. Quel est le projet de diffusion de ce film-là, et notamment dans les pays du Maghreb, entre autres? Actuellement, il est diffusé en France, donc depuis le 4 novembre, le 6, je sais plus. En tout cas, depuis plus un mois, il est en salle en France. Et pour l'instant, c'est le seul pays où il y a vraiment une vraie diffusion comme ça. C'est lié au fait que moi, je suis en France depuis 4 ans, donc j'ai trouvé des distributeurs super, vraiment en France. Mais c'est aussi lié au fait qu'en France, c'est un peu une exception, la situation du cinéma et la possibilité de toutes ces salles, toutes ces initiatives, l'argent aussi du CNC, le Centre national du cinéma. Donc c'est vraiment une exception en Europe et un peu dans le monde. Donc par exemple en Italie, on va faire une diffusion mais qui va être pas spécialement dans les salles, parce que justement il y a beaucoup moins de réseaux
de diffusion de cinéma documentaire. Donc on va faire des projections. Le film ne va pas être diffusé par les cinémas. Ce sera nous qui allons organiser des projections ici et là. Et dans les pays arabes, il a été pour l'instant dans plusieurs festivals. Donc bon, déjà il y a une certaine partie de personnes qui ont pu le voir dans des festivals au Maroc, en Tunisie. Il sera aussi en Algérie, au festival d'Alger. Mais voilà, pour l'instant il y a des vendeurs. Donc c'est le rôle, c'est comme des distributeurs, mais qui s'occupent de l'international et qui vont peut-être trouver des distributeurs, mais voilà, c'est pas mon rôle, donc je ne sais pas trop vous répondre. J'attends. Saïd, vous disiez une chose aussi à propos du film, des personnes qui interviennent, c'est la question de la liberté. Et c'est vrai que je trouve que tu as trouvé une forme aussi dans le film, à la fois pour qu'on entende ce désir, mais par exemple, je ne sais pas si vous l'avez forcément ressenti, peut-être sans le remarquer, mais il y a beaucoup de plans de ciel. Enfin, il y a beaucoup de regards vers le ciel. Et c'est terrible parce que c'est très paradoxal, parce qu'à la fois le ciel, c'est la beauté de ces plans, de ces nuages, c'est l'horizon, donc c'est l'évasion, et en même temps c'est la menace, avec ces drones donc, qui reviennent régulièrement dans le film, les moustiques, j'ai oublié le nom, comment il est Zanana. Zanana, voilà. Donc c'est à la fois, il y a ces regards vers le ciel, on a l'impression que c'est à la fois quelque chose qui envoie vers la liberté, l'évasion, et en même temps c'est aussi la surveillance et la menace. Ça, je trouve que c'est très présent dans le film avec ce double, la mer qu'on voit derrière nous là. Il y a aussi ça, c'est à la fois l'évasion, l'horizon, le lointain, mais en même temps on nous rappelle qu'il y a des bateaux de guerre israéliens qui sont là à très peu de distance, et en fait non, c'est pas l'évasion. Je pense que si on le ressent, c'est parce que tu as trouvé aussi cette façon de le filmer, d'en rendre compte avec ces plans-là. C'est pas une question, c'était une remarque. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti. Vraiment, Gaza, soit avant 7 octobre ou après 7 octobre, c'est une prison. C'est une prison avec des ciels ouverts. Et je voudrais dire quelque chose aussi sur les films. Qu'on a vu beaucoup des gens qui vont manifester en fait aux frontières, et on a l'impression que les peuples palestiniens, c'est des peuples extraordinaires où tout le monde est militant. On n'est pas militant en fait, on n'est pas né militant comme ça. Parce que moi je suis né, j'aimerais bien vivre comme vous, hein. Aller en vacances, faire tout. Mais le fait qu'il y a l'occupation, ça me pousse d'être militant, mais je ne suis pas né militant. Voilà, la jeunesse, ils ont envie de sortir, voyager. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, moi j'aimerais bien traverser comment elle s'appelle, Rafah, et après j'ai fait marcher partout au monde à pied. » Donc la question, c'est, on n'est pas militant, vraiment. On est des gens normaux comme vous, d'accord? C'est juste l'occupation qui nous pousse pour être militant, pas plus. Question, réaction, madame? Vous avez un micro. N'hésitez pas, le micro, à le mettre bien près de vous. Voilà. Bonsoir à tous, et merci pour ce beau film. Et, moi, je suis tellement émue de voir ces images de Gaza, parce que depuis un an, je suis désolée, parce que ça me touche beaucoup, comme moi, beaucoup de gens ici. Et, la question, c'est que j'aimerais remercier pour humaniser les Palestiniens, parce que dans tous les médias, partout, la déshumanisation des Palestiniens est tellement forte qu'ils les traitent des animaux humains, etc. On sait tous les discours. Mais ici, on nous montre l'image tellement beau de ces gens, des Palestiniens, que un jour, je rêve d'aller à Gaza, à aider les Palestiniens à reconstruire sa ville et à libérer un jour la Palestine. Et je pense que ce type de documentaire nous aide à créer conscience dans les gens, conscience de qu'on doit faire quelque chose pour libérer la Palestine, parce que la libération de la Palestine, c'est la libération à nous aussi, parce que nous aussi, on est colonisés partout.
Et comme vous savez très bien, il y a une phrase connue d'un citoyen palestinien qui dit « Gaza est libre, tout le monde doit être colonisé. C'est seulement Gaza qui est libre. » Je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça, mais merci beaucoup. Je rebondis sur ce que vous avez dit parce que pour parler du fait que l'initiateur du mouvement de la marche du retour, c'était un monsieur qui s'appelait Abou Artema et qui n'appartenait pas spécialement à un parti politique et qui a lancé ce mouvement sans le savoir. En fait, il a écrit un post sur Facebook, une sorte de poème, dans lequel il disait qu'est-ce qui se passerait si on allait très nombreux le long de la frontière et on essayait de passer de l'autre côté comme les oiseaux le font, un truc comme ça. Et en fait, ce poème est devenu viral et c'est devenu comme un mot d'appel pour en effet organiser tout ce mouvement qui a été incroyable de manifestation. Et lui, je l'avais rencontré et justement, il me disait ça, parce que vous venez de dire que en fait, la libération de Gaza et de la Palestine en général, c'était quelque chose qui regardait pas que les Palestiniens, mais les êtres humains en général. Et ce qui était très beau dans son discours, et en général dans quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées palestiniennes, c'est cet espoir qui ne meurt jamais du fait qu'un jour ça va arriver. Et je lui disais, mais comment tu peux avoir un espoir comme ça face à tout ça? Et il me disait, parce que nous on est du côté de la justice, et l'histoire a montré que comme le mur de Berlin est tombé à un moment, il y a plein de choses qui, à un moment, ça prend des décennies, mais quand on est du côté de la justice, on y arrivera. Donc, voilà. J'ai du mal à le faire, mais j'essaye d'espérer toujours avec ces paroles. Personne n'est pas juste des chiffres. Là, il y a des personnes, il y a des visages. Tu les filmes souvent en gros plan. On est vraiment en proximité. Il y a des noms. Il y a Yasser Mortaja, tu donnes son nom, alors que très souvent, dans les médias, c'est X dizaines, centaines, milliers de morts, de blessés. Ça devient une masse comme ça, un peu anonyme. Et là, ça rappelle qu'il y a des... il y a des histoires, derrière chaque chiffre, c'est des personnes. Et là, le film donne une incarnation. Vous êtes prévenu du coup, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Madame, là-haut. Question? Déshumaniser un peuple, les médias peuvent le faire d'une façon, mais la propagande israélienne le faire d'une autre. Terroriste, 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 comme on l'a vu dans le film. Nous aussi, les Français, ont été accusés de terroristes, terroristes, terroristes par les nazis qui nous ont occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. On est toujours le terroriste de quelqu'un. Hein? Quand on se fait traiter de terroriste, c'est-à-dire qu'on est sous occupation militaire et qu'on essaie de résister tant bien que mal. Et celui qui lance l'accusation de terrorisme, forcément, c'est la puissance occupante. Et ça a toujours été comme ça. Quand est-ce que le Gaza et la Palestine sera libre? Pour les Palestiniens, pour être honnête et direct avec vous, nous sommes en fait dans les mouvements de résistance en Palestine. Nous ne sommes pas là pour libérer la Palestine. Nous sommes des mouvements pour résister. Okay? Comme la France, il y avait la résistance, mais il y a une autre force internationale. Notre force, c'est vous. D'accord? Donc nous sommes là pour... C'est juste... résister pour exister, mais pas un projet pour libérer la Palestine. C'est différent. On ne peut pas, parce que notre problème ou notre guerre, c'est pas avec Israël. C'est qu'on le voit sur la télé aujourd'hui, Benjamin Netanyahu, le gouvernement de Soumetresh, Ben Gvir et tout ça, c'est les gardiens de l'immeuble. Notre guerre, c'est avec les Américains. Ok? Ils protègent Israël. D'accord? Et ils veulent qu'Israël sera une porte d'avion avancée au Proche-Orient. C'est-à-dire, toutes les personnalités politiques qu'on le voit en Israël, c'est les gardiens de l'immeuble. C'est tout. Bonsoir. Moi, je voulais juste vous remercier, en fait, pour votre film, parce que c'est vrai que quand on est, je vais dire, pro-Gaza, on a souvent l'impression qu'on est regardé...
qu'on est mal regardé, qu'on est mal jugé. Bon, on n'a pas le droit de faire des manifs, alors que c'est des manifs aussi pour la paix, etc. Et là, en fait, quand vous parliez pendant votre film, en italien en plus, j'adore, en fait, tout ce que vous disiez, c'était ce qu'on ressentait. Et en fait, ça fait du bien de l'entendre par quelqu'un d'autre. Et déjà, je voulais vous remercier pour ça. J'ai trouvé que votre film était... En fait, on avait l'impression qu'on était avec eux, qu'on était avec Sarah, qu'on était avec Joumana, on était assises aussi, on questionnait les deux frères, on était dans le taxi avec vous, on était dans le café avec vous. Donc ça nous a fait vivre un peu ce moment et je trouve que c'est très bien. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, par rapport au ciel, moi, en fait, j'avais cette image en fait, du prisonnier, donc, qui est dans sa prison, et vous savez, qui a la petite cage là, et la seule chose qu'il peut voir, en fait, c'est le ciel. Comme disait dans le film, à gauche, ils ont les barbelés, à droite, ils ont la mer, ils n'ont pas regardé, en fait. Donc, c'est des murs. Et le seul moment où ils peuvent lever un peu la tête, moi, je le prends un peu comme un petit moment de liberté. Voilà, c'est le seul endroit où je peux regarder, où je suis libre. Donc, je ne pense pas au drone, je ne pense pas à tout ça. Mais je me dis que voilà, c'est peut-être le seul moment, en fait, où ils s'échappent un petit peu et... ils ont un petit peu de liberté, comme ce prisonnier qui regarde dehors en se disant quand est-ce que je vais sortir et quand est-ce que je vais retrouver le ciel. Voilà, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre film. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, merci beaucoup. Madame en haut. Bonsoir tout le monde. Je rejoins la dame qui vient de parler. Donc, pour moi, je remercie aussi les réalisateurs. C'est un film que j'ai trouvé poétique et choquant en même temps. Une petite question par rapport au réalisateur et le monsieur qui a parlé tout à l'heure de la prison. Je voulais juste savoir, les 2,5 millions, ils ont commis quel crime? Pourquoi on parle d'une prison? Pourquoi une prison à ciel ouvert comme ça? Quand on est en prison, on commet un crime. Ou peut-être c'est des crimes, comment on appelle ça? C'est des criminels innocents. Oui, on parle de prison. Oui. Moi, je parle de prison dans le film parce que c'est techniquement une prison. À la Mais quel que... crime qu'ils ont commis? Parce qu'ils sont palestiniens. C'est leur terre. C'est leur terre. Oui. À la même manière que tous ceux qui sont dans les prisons israéliennes, c'est des prisons, mais ils n'ont commis aucun crime. La majeure partie du temps, enfin même, je pense tout le temps, non. Enfin, il y a des enfants, il y a des adolescents qui, juste pour des manifs ou même rien, ont mal regardé un soldat et après ils se retrouvent en prison avec les pires horreurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Forza. Forza. Je peux peut-être rajouter une précision. Les Palestiniens, là-bas en Palestine, mais aussi le mouvement de solidarité avec la Palestine à l'étranger, utilisent souvent le terme prison à ciel ouvert depuis 2006. C'est-à-dire, c'est l'année où Israël a imposé un blocus sur Gaza. Donc à partir de cette année-là, on ne peut pas rentrer ni sortir de ce territoire sans passer par les points de passage d'Eretz ou de Rafah. Et à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on désigne les Gazouïs comme prisonniers? Parce qu'on n'est pas libre de sortir. Hein? C'est juste que la cellule est un peu plus grande que la plupart des cellules de nos prisons. C'est 40 km de long et une dizaine de kilomètres de large en moyenne. Donc c'est une grande cellule. Mais si on ne peut pas sortir, et si qui veut ne peut pas rentrer, c'est mon cas, je suis allé en Palestine, mais je n'ai pas pu rentrer à Gaza. Donc c'est de là qui vient la désignation de prison. C'est une image pour dire que depuis 2006, il y a un blocus imposé sur ce territoire. Et donc, ces habitants ne sont pas libres. Vous ou moi, demain matin, si on veut aller en Suisse, en Belgique ou en Allemagne, on y va. Il n'y a même plus de frontières. Oh, il y en a en Suisse toujours, parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Mais on passe en Suisse comme on rentre dans un moulin. En Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, il n'y a même plus de frontières avec Schengen. Donc, nous sommes libres. Là-bas, ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas sortir. Voilà la prison. Bonsoir. Avant tout, merci pour le film que j'ai trouvé très intéressant. Je voulais juste ajouter une petite remarque. On a dit oui, il y a le côté très humain en fait qu'on voit et qui fait,
qui fait, je pense, sens et qui est très important, je pense, de le rappeler, parce qu'en fait, dans tous les discours aujourd'hui qu'on voit à la télé ou ailleurs, c'est devenu très politisé et très diplomatique, alors qu'en réalité, il y a des gens derrière qui vivent. Et même au-delà de tout ça, ce qui est intéressant de voir, ou ce que moi j'ai noté, c'est qu'en fait, tous ces jeunes-là, qui ont plus ou moins mon âge, ou, enfin, ils sont très en dehors en fait de tout le discours politique. Enfin, le Hamas, ça les concerne pas, au contraire, même ça nuit finalement à leur vie quotidienne. Et en fait, tous ces gens-là, c'est juste des gens qui ont des besoins et des demandes humaines avant toute démarche politique ou toute question de gouvernement. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et ce film, en tout cas, en est l'image, et je trouve ça intéressant de le rappeler. Donc voilà, merci. Je parle. Oui. Moi, ce qui m'a... Merci effectivement pour ce film qui nous... On sait un petit peu. Hein. Moi, j'ai 70 ans, donc la Palestine, c'est quelque chose que, dès notre adolescence, on faisait des manifestations. C'est très symbolique par rapport à la liberté, aux droits des peuples et au droit international. Ce peuple vit des crimes depuis qu'il existe, depuis que Israël a été créé. Moi, ce dont j'ai pris conscience, mais je le sais déjà, mais en voyant les images, c'est tous ces jeunes, toute cette population qui est enfermée dans un camp concentré, qu'on dit prison à ciel ouvert, effectivement, et donc les Israéliens décident ce qu'ils vont manger, parce qu'on a entendu comment ils vont manger, quand ils vont boire, quand ils vont avoir le droit de circuler, et qui, effectivement, il n'y a pas d'espoir. Moi, je ressens ça. Je ne sais pas s'il y a des belles images, effectivement, mais moi, je sens des personnes, même jeunes, qui n'ont pas d'espoir. Enfin, je veux dire, ils parlent pas de travail, ils parlent pas de... ils attendent, j'ai l'impression qu'ils attendent. Et ça ne... Je pense à la communauté internationale qui, depuis 1948, il me semble, avait déjà ça dans sa tête. C'est-à-dire qu'il me semble qu'ils avaient déjà dans la tête de laisser Israël prendre les terres. Parce qu'ils ne sont jamais intervenus, nos pays, la France, tout ça. On a laissé faire la colonisation. Nos pays occidentaux ne sont pas intervenus pour mettre en place ce que l'ONU avait décidé. Et c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, dans le sens où même on voit maintenant, actuellement, que même ce que la CEPI a décidé n'est pas respecté. On se demande, dans le monde où nous vivons maintenant, je pense à tout ce qui se passe avec la télé, avec nos atteintes, on est traité d'antisémite quand on est antisioniste, quand on veut faire des manifestations, quand on écrit des tracts, on est des terroristes. Enfin, c'est quelque chose au niveau des libertés, ça touche le monde, ce qui se passe là-bas.